Alors Philippe et Jean, alors pourquoi Akhenaton? Pardon? Pourquoi Akhenaton? Pourquoi Akhenaton? Pourquoi veut dire pourquoi? 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 Je sais pas. D'abord, en fonction de ce que j'évoquais tout à l'heure, la volonté de faire conjoindre des champs, des intentions, des pratiques qui, a priori, dans la sphère des arts, sont complètement séparés et qui, ça fait partie des choses qui sont nées au début du XXe siècle, peut-être même avant, mais enfin bon, le champ de la peinture, du dessin, du graphisme, du visuel, et le champ de l'écriture, il y a longtemps que l'histoire de la poésie les a mis en contact, et particulièrement les poésies expérimentales. Donc, du point de vue possibilité et intérêt, ça paraissait évident. Jean, venant du domaine des arts plastiques, on va dire, de façon générale, et moi venant du domaine de l'écriture de façon générale aussi, de pouvoir essayer de travailler ensemble. Ça a conduit au concept, entre guillemets, d'Akhenaton. Bon, après on pourrait préciser. Par ailleurs, ta question, c'était le pourquoi. Pourquoi Akhenaton? Alors, Jean dirait, je lui enlève de la bouche, probablement ça aurait pu s'appeler Louis XIV, mais la volonté de l'appeler Akhenaton est venue de ce qui se passait à l'époque dans le domaine des recherches concernant Akhenaton, le vrai, le pharaon, et d'autre part Néfertiti, sa femme, qui était très jolie, paraît-il. Borgne. Hein? Et borgne. Bon, ça, c'était à la fin de sa vie. Alors, je vais intervenir. Tout ce que vient de dire Philippe, c'est tout à fait juste. Mais ça s'est passé après. Après quoi? Après la nécessité absolue de rompre une solitude. Solitude insulaire et solitude d'individus qui travaillant seuls. Bien sûr. Donc, ça s'est fait petit à petit. Philippe m'a donné un truc à prolonger, je l'ai prolongé, ainsi de suite, 2 ou 3 fois comme ça. Et puis la nécessité de trouver un lieu, Oui. ce que Philippe avait, puisqu'il ne le dit pas, mais il était pêcheur à l'époque. Donc tout ça, ça a été... au début, c'était une commodité. Et puis on s'est rendu compte que petit à petit, on a écrit un livre ensemble, tout ça, et ce livre est... Manifestement, sans le savoir, ça a été une sorte de profession de foi, quoi. On a commencé à écrire des choses sans toutefois formuler nos envies, mais tout était écrit dès le départ. Oui. Mais tu m'as coupé la parole. T'en arrêtes pas de parler. Tu m'as coupé la parole concernant le nom. Bon, c'est amusant. Parce que l'Akhenaton en question, le pharaon, est quelqu'un qui a eu comme caractéristique, de rompre avec la religion officielle pour mettre au point, on ne va pas discuter de la théologie d'Akhenaton, mais enfin, le cercle y occupait une place essentielle, cercle solaire notamment. Et d'autre part, cette rupture avec la théologie instituée l'a amené à quitter la capitale de l'époque où étaient les pharaons, et pour aller fonder une ville en plein désert qui n'existait pas, qui a existé grâce à lui. Et là, ce pharaon avait une particularité, c'est-à-dire qu'il faisait des poèmes. Il écrivait des poèmes. Alors les poèmes en question étaient gravés sur des pierres. Quand il a été blackboulé, c'est-à-dire le règne d'Akhenaton n'a pas duré longtemps, le clergé classique a repris le pouvoir, la capitale en question a été rasée,
Et on a on a pilonné, on a mis au pilon l'ensemble des poèmes d'Akhenaton. Sauf que les archéologues de notre temps ont retrouvé dans les pyramides qui n'étaient pas celles d'Akhenaton, qui n'étaient pas liées à Akhenaton, ont retrouvé qu'on avait utilisé des débris en question pour combler des trous, pour faire du mortier. On avait utilisé les morceaux de ces poèmes. Et les archéologues en question ont commencé à reconstituer le puzzle. Et, premier temps, ils sont arrivés à faire 4 ou 5 poèmes, remettre à jour, à reconstituer 4 ou 5 poèmes qu'on a aujourd'hui. Mais surtout, ils ont installé tout ça sur des ordinateurs et on sait que quelque part vers 2035, on aura les œuvres complètes d'Akhenaton. Et c'est une sorte de jeu entre le passé et le présent, et le futur, qui me paraît très intéressant, qui nous a paru intéressant. Donc, comment êtes-vous arrivés à travailler ensemble et effectivement dériver vers l'art-action, performance, poésie-action, différents termes sont possibles, et comment le relier votre pratique artistique à la poésie expérimentale, poésie contemporaine? Alors, comment dire, j'ai parlé de l'atelier tout à l'heure. Et bien évidemment, au début, chacun avait sa propre activité dans l'atelier. Et on était travaillé côte à côte. Et petit à petit, l'idée de mettre en jeu le travail de l'autre est venue tout à fait naturellement. Et le problème de la performance, c'est une performance, certes, mais c'est une prise de possession d'un espace. Et l'espace, on est déjà dans les arts plastiques. Et quand c'est un espace qui est bavard. Il y a du son, il y a des mots qui sont dits, qui sont écrits, etc. Donc tout ceci se combinait parfaitement entre les recherches de Philippe et mes propres recherches. Et je vais bien plus loin, c'est que ça a eu une influence déterminante dans mon propre travail. Je pense que Philippe aussi, enfin, il le précisera lui-même, mais ça a été déterminant. C'est-à-dire que ces zones de recherche et d'expérimentation a remis en question ma conception où j'étais enquisté de la peinture. Donc ça a eu un effet bénéfique. Un peintre, quand un peintre se met à bouger, à construire quelque chose en direct, c'est pas l'habitude qu'on a de voir, peut-être à part Pollock, où toutes les photos de Pollock, on le voit en mouvement. Je parle de Pollock parce qu'il n'est pas non plus étranger à cette expérimentation et cette prise en compte de l'espace à construire. Voilà. Oui, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit Jean. Sinon, une expression qu'on a utilisée, ou un complément de l'espace, ça s'appelait, on parlait d'un espace de langage. Un espace de langage. Et cet espace, on l'a même matérialisé de façon symbolique par le cercle. La plupart des performances qu'on a faites, la plupart, pas toutes, mais la plupart, étaient ouvertes par le fait qu'on traçait un cercle, un très grand cercle, et on voulait constituer par là cet espace dans lequel des formes variées d'expression. C'est pour ça, c'est pas un espace de langue, c'est un espace de langage. C'est le geste, le son, le visuel, etc., qui sont mixés dans ce cercle, voilà, et qui tournent de l'un à l'autre, qui renvoient de l'un à l'autre. Ça, c'est, je crois qu'en ajoutant un espace de langage
espace, on a les deux aspects. Alors, de ce fait, ça, d'un point de vue plus histoire de l'art, si j'ose dire, ça nous mettait en consonance à cette époque-là. Bon, c'est les années, allez, on va dire 75, 80, enfin, entre 75 et 80, ça nous mettait en consonance avec les pratiques qui étaient celles de l'installation. Et comme nous faisions en direct, on a parlé d'install-action. C'est l'expression qu'on a mis au point, inventée, etc. Même si ça a été repris après par d'autres, comme dans d'autres cas d'ailleurs, sans que nous soient mentionnés. Et le mot d'installation, enfin l'expression d'installation, mettait l'accent aussi, et ça c'est une particularité du travail qu'on a fait, je trouve, sur le fait qu'on ne considérait pas la performance comme quelque chose qui s'achevait sans objet. Beaucoup de gens l'ont situé dans la lignée du non-objet. C'était une attitude ou une présence, etc. Or, nous on a joué à l'opposé, dans la mesure où attitude et présence, bien sûr qu'on était présent physiquement, etc., mais on n'a jamais cultivé ce côté-là. On était là comme étant des ouvriers d'un travail. Des outils. Voilà. Et puis bon, une fois que la performance est terminée, pour la plupart des performances qu'on a pu faire, c'était un espace qui était plastique. On était, c'était très proche de la peinture. Et, des arts plastiques, de façon générale. Ça peut se discuter. Les arts plastiques, ça concerne aussi la sculpture, etc., etc. Mais là, on travaillait avec des matériaux, des pigments, de la poudre, aussi bien de marbre que de la sciure, etc., etc. Donc c'était vraiment, c'était pas des tubes de peinture, mais on n'en est pas loin. Quoi. Voilà. Mais sans pour autant revendiquer la chose, ça se terminait sur un espace qui était enrichi par tout un tas des traces de gestes, des traces d'attitude, où, je le rappelle, je précise que nous, en tant que performeurs, nous étions là comme des outils. On n'était pas là comme des danseurs, c'était des outils. On était toujours en retrait par rapport à ce qui se produisait. Tout à fait. Et le rapport avec ce qu'on appelle l'intermédiat. Pardon ? Le rapport avec l'intermédiat. Ah ben, intermédiat, parce que c'est clair, on ne cherche pas à additionner des médias qui, c'est le multimédia ça, qui externe les autres, où on estimerait qu'il faut nécessairement du son, ou il faut nécessairement de l'image, ou il faut... Non, on travaille pour un projet, et un projet qui implique la présence de tel ou tel médium. Le son, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Parfois il joue un rôle très important, parfois il est secondaire, ainsi de suite. Pareil pour, comme on l'a dit souvent, tous les moyens sont bons. Je veux dire, on peut prendre un marteau comme on peut prendre un ordinateur. Ça dépend quel est l'objectif, ça dépend quel est le projet. Et la relation avec la poésie dite contemporaine. Comme le fait qu'on fabrique de la poésie, on n'en écrit pas, on la fabrique. Je ne pense pas qu'on se préoccupe beaucoup de la poésie contemporaine. Vous fabriquez la poésie. Voilà, on la fabrique. On l'écrit pas, on la fabrique. Oui, bon. Eh bien. Combat de coq. Non, le rapport à la poésie contemporaine, il est clair que dans bien des cas, on a été inscrit dans le circuit
de la poésie contemporaine, les événements, festivals, lieux, etc. Et rarement dans des lieux externes à ce circuit-là. Rarement, ça nous est arrivé parfois, et encore je cherche, parce que même quand on a fait telle ou telle exposition, et uniquement exposition, c'était en fait dans des galeries ou des espaces qui étaient liés de près ou de loin, et souvent de très près, au domaine de poésie. Bon, dans ce sens-là, j'ajouterai simplement que, à travers Dox, il est clair que on est en consonance ou en communication avec des pratiques qui sont celles des poètes contemporains. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité. Dans l'ensemble des performeurs et performances, il n'y en a pas beaucoup qui font des choses qui sont dans la même orientation que nous. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je dirais peut-être Helge Meyer en Allemagne. Oui, mais ils sont seuls. Hein, ils sont seuls. Lui, il a travaillé avec l'autre. Oui, avec le... Oui, d'accord. Oui. Bon, mais il y en a très peu. C'est souvent aussi des groupes, comme le groupe de l'allemand qui s'appelle Nelsoni, qui réunit un certain nombre de performeurs et ils font une immense performance en même temps. Oui. Mais bon... C'est rare dans le panorama actuel. Et Dox alors Dox, je sais pas, quoi Dox? Comment est venu Dox, un peu historique, et puis c'est venu. Comment c'est venu? Oh, c'est venu. Bon, dès la fondation de Dox, j'étais au courant et j'étais même dans l'équipe, entre guillemets, la première équipe de Dox. Quand c'était Julien Blaine qui dirigeait, là, ça a commencé en... Mais moi, s'agissant de moi, j'étais encore à Paris à l'époque. Et je me souviens très bien, rue de Montparnasse, non, c'est rue ou c'est... Boulevard de Montparnasse, chez Julien, quand il nous a annoncé qu'il voulait faire ce qui est devenu Dox, avant de partir pour l'Amérique latine. Donc il y avait pas mal de gens, enfin pas mal, un certain nombre. Donc j'ai publié des choses, j'ai travaillé avec Julien pour Dox dès cette époque-là. Mais par contre, je ne m'occupais pas de l'aspect technique, réalisation. Bien. Ça dure jusqu'en 80... c'est quand Jules a été élu maire de Marseille. Oh, ça doit être en 89, un truc comme ça. 88, je crois. Oui, puisque nous, on reprend en 89. On reprend le premier Dox qu'on sort, il sort en 90. 90 ? Oui, il sort, mais on l'a... Bon, enfin bref. Donc, Julien, en 88 ou 87, peu importe, devient maire de Marseille, enfin adjoint au maire de Marseille, s'occupe de la culture, et pour diverses raisons, pas simplement de temps, mais aussi sans doute de volonté de faire autre chose, laisse tomber Dox. Dox arrête d'être publié à cette période-là. Et comme on se connaissait, on parle de ça, et il dit à cette époque-là, ben, si vous aviez l'intention de reprendre Dox, ben, moi je passe la main et vous continuez. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait à s'occuper de Dox. À la différence près, mais ça on l'a mesuré très vite, que Julien avait derrière lui une équipe technique qui était très importante. Il s'occupait d'un journal, enfin le Provençal à l'époque, et il pouvait faire réaliser techniquement la chose en question par son équipe. Nous, non, on était 2 points à la ligne. Et on a parlé antérieurement du numérique. Le numérique,
nous a servi à nous passer de l'équipe de journalistes ou de faiseurs de journaux qui servait de base à Julien d'emblée. Et là, on a mesuré qu'on pouvait, avec cet outil-là, faire communiquer des champs qui, antérieurement, étaient des champs séparés. Alors, je pense que on a saisi très vite cette chose-là. La preuve, c'est que très vite, enfin en 95 c'était fait, on avait conclu que Docs ne pouvait pas être uniquement papier, qu'il fallait la poésie sonore sans le son, pas possible. Performance sans l'image, pas possible. Or, si tu regardes le premier Docs, il est déjà question enfin celui de Julien, il est déjà question de la poésie sonore ou de la performance, mais par contre, il en est question par le papier. Nous, on a voulu qu'il en soit question par le numérique, donc au début c'était des CD, après des DVD. Et je t'assure, enfin, je vous assure, monsieur Massou, que c'était pas gagné. Parce que réaliser des CD ou des DVD qui devaient marcher sur Mac et sur PC, à partir des objets qui nous étaient fournis, et qui souvent étaient des objets très bizarres, hein, pas unifiés, par ne par le serait-ce format. que passer du VHS au Exactement. format DVD. Exactement. Il a fallu résoudre tous ces problèmes-là. Et je te garantis qu'on a eu des montagnes à gravir pour faire ça. Ça nous a mis d'ailleurs en colère à une certaine période, parce que tu envoyais Docs, qui était un peu plus maigre que maintenant, aux gens, très bien, parfait, mais ne réalisez pas que la galette à l'intérieur nous avait pris au moins autant de travail, sinon plus, que le papier. C'était 6 mois dans l'année de travail, au détriment de notre propre travail. Mais est-ce que le doc, c'est pas une continuité aussi de votre travail personnel? Ça l'est forcément. Ça l'est forcément. Il y a une sorte de... Mais oui, c'est une continuité, c'est clair. Mais par contre, on n'a jamais cherché à tirer Docs à nous. C'est-à-dire, il y a des choses à Kenaton dans Docs, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas tant que ça, où il y a des choses de Torregrossa, où il y a des choses Casteller, tu vas trouver, mais on ne peut pas dire qu'on a, excepté sur l'aspect formel, on a institué une sorte d'appropriation, pas du tout, parce que c'était pas la manière du tout qu'on avait d'envisager Docs. Docs, c'était pas une propriété privée. Oui, parmi les travaux numériques qu'on a réalisés, Jean et moi, parce qu'on a travaillé tous les deux là-dessus, oui, moi la programmation, mais le concept, le projet, etc., on a travaillé tous les deux. Il y a les programmes qui génèrent des images en fonction du son, le son pouvant être une musique ou pouvant être une voix. De façon un peu provocatrice, on a choisi non pas de prendre la grande musique même contemporaine, on ne va pas prendre Henry ou on va pas prendre... Bon, on a choisi ou Xenakis, on a choisi de prendre des chansons. Parce que les chansons font partie de la culture entre guillemets populaire, bas niveau, low, et qu'on est très intéressé de façon générale, et ça se retrouve dans les performances, par ce côté bas niveau, pop si tu veux. Mais là, le pop envisagé par le numérique et via le numérique, ça compliquait les choses. Donc, tu as une chanson, quelle qu'elle soit, une voix, quelle qu'elle soit. Ça peut être... Il y a des fois où on a pris des voix qui ne sont pas vraiment des voix
populaires, entre guillemets, Brian Gazin, par exemple, ou Bartholomé Ferrand, des voix de poètes, lisant un texte ou improvisant ou modulant, etc. Mais la plupart du temps, c'est des chansons très connues et qui vont générer des images, non pas du tout de façon aléatoire. Là, on calcule, on se dit, voilà, il faudrait que, etc. Tu vois, mais c'est pas une vidéo. Là, tu changes le lieu dans lequel tu l'effectues, les caractéristiques acoustiques, si tu veux. Tu changes la musique, le cas échéant, ou la chanson, et la machine va te proposer quelque chose de différent, que tu n'auras jamais vu, et que tu ne reverras jamais. Parce que à tous les coups, il y a des paramètres qui interviennent, les échos, les gens qui toussent dans un coin, etc., qui vont modifier le résultat. Et les performances alors, si tu peux m'en dire un peu plus? Alors, les performances, je crois qu'on a déjà évoqué l'idée ce matin, quand Jean était là, qu'on voulait qu'il y ait une dimension en général, pas toujours, hein, on n'est pas commandé par un système, justement pas. Et puis il y a une fonction, dans la performance, il y a nécessairement une adaptation à un lieu précis, à un moment précis, ce qui fait que d'ailleurs tu ne recommences jamais la même performance. Et que c'est contextualisé dans tous les cas, indépendamment même du contexte spatial, réel, etc. Je veux dire, le contexte sociopolitique dans lequel tu l'effectues intervient. Évidemment, ça peut être des aspects très concrets, très basiques. Hein. Je me souviens, par exemple, il y a une performance dans laquelle alors, celle-là est intéressante parce que elle met en jeu les deux, Jean et moi, et d'autre part, elle met en jeu le hasard, puisqu'on en parlait du hasard ce matin. Il y a donc au départ un cube qui est fait avec des parpaings, et il y a une centaine de parpaings, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Sur certains, il y a des mots, pas tous, il y en a qui il n'y a rien d'écrit. Jean va tirer au sort, un parpaing, va construire une espèce de chemin, et il va falloir que moi, avec ce qui sort comme mot, je construise un objet. Et lui agit mécaniquement, et moi je suis soumis à cette espèce de pression systémique, puisqu'il prend un mot, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'agence quelque chose, et que ça fasse au final un texte de nature poétique. Voilà. Alors, cette performance-là, on l'a réalisée, pas beaucoup. On l'a réalisée à Beaubourg, on l'a réalisée à Sauve, pour Filiou. On l'a réalisée au Québec, chez Martel. Je crois que c'est à peu près tout. Parce que elle est quand même un peu lourde à transporter. Hein. Voilà. Et donc, on la réalise en Turquie. En Turquie, invité par l'ambassade de France en Turquie. Un espace magnifique, rien à discuter. Mais là, on n'avait pas amené nos parpaings. On leur a demandé de fournir la centaine de parpaings qu'il nous fallait. Et on a écrit les mots sur les parpaings, et on a fait le cube comme c'était prévu et comme on l'avait déjà fait auparavant. Sauf que Jean, je t'ai dit, réalise une sorte de chemin qui ressemble à un manche de guitare, tu vois, les parpaings qui sont les uns parallèles aux autres, et donc il se déplace là-dessus. Et il ne marche jamais en dehors de ce chemin. Or, les parpaings turcs se cassaient et s'effritaient
mal foutus, on va dire. C'était des parpaings pas costauds. Donc, au fur et à mesure qu'il marchait, le chemin s'effondrait. Alors là, il a fallu improviser tout au long de la performance. C'est pour ça qu'il y a toujours le hasard, et ce que j'ai appelé le contexte, parce que la nature même du parpaing, ou des parpaings, on peut la mettre en relation, enfin, leurs défauts, on peut la remettre en relation avec le contexte turc. C'était d'ailleurs au moment dans lequel il y avait un scandale sur les constructions immobilières, etc., qui n'étaient pas achevées, qui n'étaient pas correctes ou pas adéquates pour l'habitation. Du coup, on était rentré en liaison, en écho avec cette réalité-là, mais c'est vraiment, on n'avait pas prévu, à aucun égard. Bon, une autre fois, avec cette performance, quand on l'a réalisée en milieu urbain à Paris, dans la rue Quincampoix, ça existe la rue Quincampoix, c'est à côté de Beaubourg. On l'a réalisé à Beaubourg même, mais on l'a réalisé aussi dans la rue Quincampoix. Alors la rue Quincampoix, c'est une rue, il y a des voitures, et donc tu fais une espèce de chemin en parpaing, toutes ces choses, tu fais un cube et tout, tu perturbes la circulation, les gens t'engueulent, enfin bon, ça klaxonne, ça fait un embouteillage, enfin, bref, jusque-là ça va. Mais ce qui s'est passé, au début, le premier parpaing que Jean me donne, enfin que je prends, je le porte comme ça, à bout de bras, aussi longtemps que je peux. C'est quand même un peu lourd, au bout d'un certain temps. Là, à ce moment-là, il y a un mec qui passe à pied, un arabe, à vue de nez, bon, et qui me dit « T'embauches, patron ?» Alors bon, t'embauches, patron, je suis là avec mon parpaing, je suis en train de faire une performance dans la rue avec un campois, avec les gens, et le mec il continue, et il se dit, qu'est-ce qu'il va construire? Bon, ça continue. Le mec s'en va, arrive un trio de jeunes mecs, casquettes en travers, etc., qui commencent à vouloir me chahuter, se moquer de moi, enfin, etc. Moi, je le prends mal. Et à ce moment-là, il y en a un qui sort un couteau. Alors, je suis là avec mon parpaing là, et enfin, bon, là aussi, ça fait partie de ce qui se passe dans une performance et qui n'est pas prévu. Bon, je suis arrivé à retourner le truc. La situation. Pour finir, ils sont restés, ils ont regardé, et ils m'ont dit c'était pas mal. Bon, ça va. Voilà, donc, je ne sais plus pourquoi je t'ai raconté ça. C'est pour dire, oui, que dans la performance, c'est difficile de figer. C'est nécessairement un flux, c'est nécessairement modifiable, c'est une des définitions, enfin, un des aspects ou des traits fondamentaux de la performance. Alors, ce qui n'empêche pas que les nôtres, pour revenir au propos, les nôtres sont calculés, parce que quand tu penses à un objet plastique que tu veux réaliser, même si les chemins pour le réaliser, même si parfois les erreurs de l'un ou de l'autre vont modifier les choses, on a une partition, entre guillemets, très précise. On sait qu'on doit faire à tel moment telle chose. C'est partagé, et évidemment, parfois, comme faire partie du jeu aussi, parfois on se trompe, et du coup, l'autre est obligé de modifier ce qu'il est en train de faire ou ce qui était prévu sur la partition. Et dans ce type de cas, on voit très bien que quand tu travailles à deux, c'est du ping-pong. C'est du ping-pong. Tu dois faire très attention à ce que fait l'autre, alors que si tu travailles tout seul, bon, dans le cadre de la performance, ce qui me concerne moi, je ne sais pas pour les autres, je suis toujours un peu un état second. Donc, si je me concentre sur quelque chose, c'est sur moi. Tandis que là, quand tu travailles à deux, il faut que tu te concentres sur toi, mais aussi ce que l'autre est en train de faire. Il y a une autre performance qui correspond à cette idée-là, enfin, ce que je dis là, c'est... elle s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ?
Ah, peu importe, parce que les noms des performances, la plupart du temps, on les trouve après coup. Hein, pour les désigner dans le quotidien, on va utiliser une périphrase. Et donc, dans cette performance-là, il y a une bande-son extrêmement calculée, à la seconde près. Hein, elle doit... et la lumière est commandée par la bande-son. Les projecteurs qui doivent, etc. Bon. Jean est supposé faire un ensemble de choses, et il les fait, mais il prend 10 minutes d'avance sur une performance qui fait 25 minutes, 30 minutes. 10 minutes. La bande-son continue. Moi, j'ai l'air d'un con, parce que là, normalement, pour lui, c'est fini. Et lui, il se met en retrait, et moi, je continue à être au milieu. Donc, j'ai improvisé pendant 10 minutes, complètement. Tu vois, et la performance a changé de sens, même, fonction de ce qui se passait. C'est un ping-pong où le bug intervient. Les bugs, c'est toujours intéressant. Donc, ce matin, je parlais d'espace, enfin, Jean parlait d'espace, et j'ai dit espace de langage. Ça a voulu dire, là on en retrouvait à Kenaton, hein, la plupart du temps, on commence par tracer un cercle. Ce cercle est au sol, on travaille au sol. On travaille au sol parce que, justement, on ne veut pas de créer de barrière par rapport aux spectateurs. On veut qu'ils soient autour, à côté. Le cas échéant, s'ils viennent au milieu, c'est arrivé. Dans ce cas-là, il faut réagir. Dans ce cas-là, je les jette un peu violemment à l'extérieur pour leur signifier que la poésie et la performance poétique, c'est la construction d'un espace d'écoute partagé. Et donc, celui qui ne fait pas attention, est en train de discuter, va au milieu du truc, dehors. Alors, le cercle a une dimension, donc, un peu, on pourrait dire, un peu tragique. C'est aussi ce sur quoi on met l'accent. C'est la scène, entre guillemets. La première fois qu'on a fait ça, et la performance qui correspond à ça, la première performance qui correspond à ça, le cercle, la performance tourne autour de la place Tiananmen. La place Tiananmen, les massacres qui ont eu lieu sur la place Tiananmen au moment de la révolution culturelle, enfin après la révolution culturelle, ou pendant, etc. Et là, c'est pareil, on fait le cercle, et il va se produire un ensemble de choses plus ou moins contrôlées, plus ou moins prévues, anticipées, et parfois qui dérapent. Dans cette performance, par exemple, bug, à un moment donné, je prends une faucille. Ça ne surprendra pas dans une performance de ce genre-là, enfin, vu le thème, mais je l'aiguise avec une pierre à aiguiser pour faire de la musique. Ça fait un bruit très particulier, un micro, etc. Et là, bêtement, maladroitement, je me coupe et je commence à saigner avec de la main, là, parce que, à force d'aiguiser ma faucille, je me suis fait mal. Bon, là, tu réagis. Faites venir les secours, mais pas du tout. Je me suis dit, tiens, ça c'est parfait. Je saignais en direct dans la performance, dont le sujet était quand même quelque chose d'assez proche. Voilà. Et le cercle, peu à peu, est envahi par des substances. Jean a dit souvent des substances granulaires. Là, on comprend bien pourquoi. C'était de la sciure, parce que la sciure est quand même utilisée pour éponger le sang, notamment dans les corridas. Et la corrida, voilà. Alors, comme je saignais sur la sciure, c'était parfait. Voilà. À la différence du numérique, quand on s'est lancé dans la performance, Jean et moi, on n'avait pas vraiment de modèle externe
qui nous influençaient. On était plutôt critique sur ce qu'on connaissait. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient très proches, mais qu'on ne connaissait pas. Hein, ça, c'est probable. Mais on était très critique sur une version de la performance où, d'abord, c'est très improvisé, c'est-à-dire c'est l'attitude ou la présence physique, la corporalité qui sont en avant. Ça, on l'a dit ce matin, nous, on veut, poienne, ça veut dire faire, tu vois, on veut construire. Et du coup, je l'ai dit aussi ce matin, on est les ouvriers de cette chose-là. On n'est pas... évidemment que la corporalité, la manière de se déplacer, etc., de chacun, tu ne peux pas en faire l'économie. Tu es là, tu continues, et même peut-être même que tu le fais encore plus, sans le vouloir. Tu es encore plus toi-même que ce que tu voudrais. Mais au départ, on veut se retirer de nous-mêmes. On veut se retirer au profit de l'objet qui est en train de se créer, de se fabriquer. Donc, cette optique-là ne correspondait pas à ce que faisait à l'époque, je ne sais pas moi, Julien Blaine, ou d'autres qui mettent l'accent sur des aspects physiques justement. Ceux qui vont aller dans le cadre d'une gestuelle qui se rapproche de la danse, ceux qui vont... alors là, je pourrais nommer, mais on va pas s'amuser à passer en détail, en revue, tous ces gens-là. Nous, on ne voulait pas de ça. On voulait, qu'on ait une partition, comme je l'ai dit, qu'on construise un objet, quitte à l'effacer après, à le détruire. Bon, ce qu'on fait d'ailleurs en général, mais c'était notre intention. Et ça ne correspondait pas à la version qui est venue des États-Unis ou qui est venue par le Bell, du happening, etc. Ça ne correspondait pas à ça. C'était en dehors de ce... En plus, comme on était deux, ça ajoutait à la... Parce qu'il y a aussi cette idée dans la performance que c'est une personne, c'est une singularité, c'est une... quand tu parles d'attitude, tu soulignes ça. Or, la position qu'on prenait était à l'opposé. Tu vois, on n'était pas dans cette optique-là. Alors, en plus, on était critique, je le suis toujours d'ailleurs, sur les manières un peu fluxus de traiter la performance, parce que, comment dire ça, un peu critique, cette idée que la spontanéité, le n'importe quoi rentre dans cette catégorie, la performance. On était critique parce que, pour développer, en réalité, ce genre de pratique aboutit à renforcer l'écrin, c'est-à-dire l'institution, le lieu. Moins la chose, plus elle est futile, un peu comme, je sais pas moi, Giroud qui pousse son cri de coyote, tu vois. Bon, si tu n'as pas toute une histoire, toute une mise en scène, même un type de milieu qui correspond à la performance, ou une époque même, je pourrais même dire une époque. Si tu n'as pas ça, genre, passe à côté, et quelles que soient tes intentions. Tu vois, j'ai une phrase, plus léger le geste, plus lourde l'institution qui le relève. Donc, tu dois pas... quand tu mets tes chaises dans l'espace public, d'une certaine manière, tu te confrontes à ce genre de problème-là. Si tu ne les installes pas d'une certaine façon, si tu n'as pas les phrases, etc., il ne se passe rien.
c'est déjà difficile pour qu'il se passe quelque chose en l'espace urbain, mais là, ça devient carrément impossible, tu vois. Et ça ne marchera, ou fera semblant de marcher, que si il y a le conservateur, le critique, le photographe, et tout ce qui s'ensuit. Plus léger le geste, plus lourde l'institution qui le relève. Voilà. Nous, de ce point de vue-là, on était en porte-à-faux par rapport à ce genre de choses. Je vais prendre un exemple qui est très peu connu. Hein. Je veux dire, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas recommencé d'ailleurs. On est invité par Tarkos et Bérard, qui habitaient ensemble à l'époque dans les Alpes de Haute-Provence, je ne sais plus où, je ne me souviens même plus le nom. Et ils étaient arrivés à monter leur truc là, entre Fort-Calquier et des lieux alentours plus ou moins paumés. Et alors, on avait à faire 2 interventions. Le matin, il fallait... Alors, ça, c'est un défi. Il fallait aller faire de la poésie dans le PMU, au PMU. Pendant que les gens, c'était le dimanche, pendant que les gens jouaient les chevaux et qu'à la télévision qui montrait les canters, etc. Bon, quand tu fais ça dans ce genre de lieu, je te garantis que il faut que tu fasses quelque chose un peu fort, parce que sinon, tu te fais lyncher. Mais foutez-nous la paix, c'est dimanche, on est enfin tranquille, on a travaillé toute la semaine, on joue aux cartes pour les uns, on joue aux courses pour les autres, et voilà qu'il y a des rigolos là qui... voilà, bon. Et on est arrivé à créer cette espèce de cercle. Alors là, on n'a pas tracé un cercle concret, mais on est arrivé à le créer. C'est-à-dire que le silence s'est fait et que les gens ont écouté et regardé. Tu vois ? Alors après, le cercle, on l'a tracé quand même. Après, on est allé à la messe, à l'église. Je ne sais pas comment Christophe et Stéphane s'étaient débrouillés, mais la deuxième partie des performances se passait à l'église, avec l'aval du curé. Alors, comme on savait qu'on intervenait dans une église, on était venu en voiture, enfin en bateau évidemment, puis en voiture après, et on avait ramassé des hérissons morts, un lièvre mort, tout ce qu'on avait trouvé qui était mort sur la route. C'est une petite route, c'est en pleine montagne, enfin oui, les Alpes de Haute-Provence, c'est quand même une montagne, et on avait tout ça dans la voiture. Et voilà, la performance s'appelait Le lièvre dans le bénitier. Et on a mis le lièvre dans le bénitier. Le bénitier, on l'avait encerclé avec du pain. Le pain, on l'avait écrasé avec la voiture devant l'église, en tournant en rond autour de l'église. Du pain, des croûtes de pain, enfin du pain. Et tout ça, on a fabriqué notre espace à l'intérieur. Et autour du bénitier, on a mis le lièvre là-dedans. Ça a fait un scandale. Le curé, alors là, je crois qu'il ne recommencera pas. Parce que le lièvre, comme tu le sais, ça a quand même des significations un peu diaboliques. Voilà. On parlait des différentes performances que vous avez faites. Voilà, oui. Mais même dans ces cas-là, tu vois la notion espace de langage. Et d'une certaine manière, l'espace de langage, on peut parfaitement se taire, nous, complètement. Mais ce qui est en train de se passer doit devenir assez intense pour que l'écoute fait partie du langage, tu vois. Mais pas une écoute fascinée ou pas une écoute doctorale, enfin je sais pas moi, tu vois, ce genre de choses. On joue pas au prophète du tout, pas du tout. Mais il faut et on est nous-mêmes emportés, ou on était nous-mêmes emportés dans ce type de performance-là, par ce qui est en train de se passer, tu vois. Mais bon,
ça implique quand même aussi qu'il y ait au centre quelque chose, une accroche qui parle, même si elle n'est pas, on nomme pas, on ne dit pas, on est en train de parler de tel ou tel événement ou de telle réalité, etc. Elle y est présente symboliquement, partiellement, fugacement, etc. Quand on est allé en Pologne, où on a fait un cercle, une fois de plus, et où le propos c'était la Syrie, ce que j'appelle le propos, le thème, si tu veux, et qu'après on l'a, le cercle, là, c'était pas des graines, c'était des gravats. Des gravats qu'on avait récupérés dans toutes les maisons en ruine, parce qu'en Pologne aussi il y en a, des parpaings brisés, etc. C'est grand le cercle, hein, il fait 4 mètres de diamètre, tu vois, ou 5 mètres même, parfois. Et donc, on les brisait en direct, on les massacrait en direct. Et puis alors après, il y a passé d'autres choses, mais enfin, passons. C'est pour dire qu'au centre, il y a quand même une amorce, un objet, une réalité qui a une dimension tragique, tu vois. Mais tragique, qui nous a paru tragique. On a été atteint, touché par cette chose-là. C'est pourquoi d'ailleurs, ça on n'en a pas parlé, si, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est très sensible à la culture médiatique, à l'information, à ces choses-là, qui font le quotidien planétaire de tout un chacun aujourd'hui. Donc, ça peut être dans un cas, dans le cas où je ne vais pas décrire la performance de coup, peu importe, celle où Jean piétine des espèces de cartouches pleines de sang. Le cercle est fait avec ces espèces d'objets louches, médicaux quelque part. Et il y a un caillou noir au centre, un mouton noir au centre. Bon, je ne dis pas ce qui va lui arriver, mais il va lui arriver des choses. Mais dans ce cas-là, on a pensé en même temps à deux choses. Et comment dire, la symbolique de la performance est ouverte. C'est pas un code fixé, c'est pas une intention entre guillemets militante dans le sens engagé des années 60. La preuve, c'était que ce caillou noir, auquel il arrive beaucoup de choses assez violentes, on l'avait pensé à la fois en référence au bombardement en Irak et à la bonne femme, enfin la femme, qui a été lynchée à la même époque, je ne sais plus où, je crois que c'est au Qatar, ou en Arabie Saoudite, je ne sais plus, pour adultère ou quelque chose comme ça, et qui avait été mise dans un puits et qui a été lynchée avec des cailloux qu'on jetait sur elle. Et donc, on a pensé à ces deux choses en même temps. Elles se passaient en même temps d'ailleurs. Mais c'est pour dire que tragique, liaison à l'information, ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose de codé de façon militante, entre guillemets. On ne dit pas de ce qu'on avait en tête. On ne le dit jamais, ni avant, ni après. Les performances, elles sont très écrites. C'est-à-dire qu'il y a un scénario. Et un scénario, un début, une fin. C'est un petit film, une petite histoire. Mais évidemment, comment dire, c'est toujours soumis à une forme de présence physique, tout ça. Il peut y avoir pas des ratages, mais enfin des improvisations. Des improvisations, des petites hésitations, des petits bugs ou des petites comme ça. Mais
c'est pas gênant. Parce que on s'y attend à ce genre de truc. Donc, à la limite, c'est amusant, quoi. Voilà, c'est tout. Et par exemple, il y a la performance où c'est le truc de... comment il s'appelle, Bush, qui comment dire, qui présente l'intervention américaine comme quelque chose d'inévitable et qu'il faut que l'Amérique se défende à la suite des tours. Et là, on a fait une performance avec des petits magnétophones qui tournent et qui diffusent, comment ça s'appelle, qui diffusent essentiellement des slogans. des slogans. Et il y a un magnétophone où, à l'ancienne, qui est une bande comme ça, et qui tourne et je tire la bande. Et suivant suivant comment dire, la traction que je peux faire sur la bande, ça fait... Et en fait, c'est Bella Ciao qui est diffusé. Et au milieu, il y a des fossiles et des marteaux qui sont lancés et qui atteignent les magnétophones. Alors des fois, le marteau tombe sur le magnétophone et le magnétophone il fait... Voilà. Et tout ça, ça fait partie du jeu, quoi. Il y a un petit côté... il y a les spectateurs. Il y a des fois, les spectateurs rigolent. Enfin, voilà, et alors, par contre, des fois, c'est extrêmement cerné, précis. Par exemple, la performance avec des graines de riz qui développent comme des grains de photo, comment ça s'appelle, de photo, oui, de lumière, des grains de lumière qui dévoilent une diapositive qui est projetée comme ça. Ça, c'est beaucoup plus, comment dire, précis. On ne peut pas C'est un cercle aussi. oui, se lancer dans des improvisations. Voilà. En fait, pour moi, une performance, c'est une œuvre. C'est-à-dire une œuvre au sens où c'est quelque chose qui commence et qui finit et qui se tient en elle-même. Donc, bien sûr qu'il y a des, comment dire, des moments d'improvisation, mais c'est pas vraiment de l'improvisation, c'est quelque chose qui se déroule comme ça malgré soi, suivant les événements du moment. Mais c'est une œuvre. C'est tellement une œuvre qu'en général, lorsque c'est fini, on remballe. C'est-à-dire, l'œuvre s'est développée et on la remet en elle-même et il n'y a plus rien. Au début, il n'y a rien, à la fin, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, en ceci, c'est une œuvre. Oui, Dans le meilleur des cas. Hein. on l'a même formalisé, si je peux dire, pour le temps immobile, celle pour la place Tiananmen, que j'ai évoquée tout à l'heure. Parce que là, on a fabriqué, après coup, une boîte, dans laquelle il y a tout ce qui est nécessaire pour réaliser cette performance-là. Et on a tout emballé, c'est un objet. Alors là, c'est carrément un objet. Tu vois, ça fait partie des questions que j'aimerais poser aux performeurs. C'est là, peut-être tu te rendrais compte de l'importance ou pas de la partition, de la rigueur, de la volonté de construire un objet, etc. La question serait, est-ce que vous vous sentez capable de réaliser une performance de quelqu'un d'autre? Est-ce que une performance peut être faite et évidemment transformée, ça c'est sûr. Si tu changes le performeur, tu vas changer nécessairement quelque chose. Mais est-ce que c'est faisable? L'album, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Des fois,
on est un peu, comment dire, attristé par ce que l'on voit. On est tellement loin de tout. Mais on n'est pas au bord du monde, on est au centre du monde.